Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Le meurtre de Liana relance la même question posée après chaque drame. Notre justice protège-t-elle encore suffisamment les victimes ? Faut-il parler de manque de moyens, de mauvaises décisions, d'un système à bout de souffle ou d'un véritable échec institutionnel ? Et combien de victimes faudra-t-il encore avant que chacun assume ses responsabilités ? C'est la question que vous posez ce matin. Bonjour maître Nathalie Tomasini. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue, avocate au barreau de Paris, avocate pénaliste. Vous êtes connue du public pour avoir défendu Jacqueline Sauvage ou encore Valérie Bacot, qui étaient deux femmes qui ont été jugées pour avoir tué leur mari violent, violent, très violent. Dans des actes en fait de désespoir, puisque c'était elle ou lui. Et vous signez aux éditions Icône cet essai qui est, on va dire, très engagé, Scandaleuse justice, c'est son titre. Que voulez-vous dire ce matin, maître Nathalie Tomasini ? Vous avez été, si je puis dire, quelque peu très motivé par l'affaire Liana. Alors, je dois dire que j'ai commencé l'écriture de ce livre il y a plusieurs mois. Oui. En fait, c'était un constat sans appel d'une défaillance chronique du système judiciaire. Ce livre, c'est davantage un manifeste, voyez-vous. C'est un cri d'alarme, c'est un cri d'effroi. C'est une longue plaidoirie, votre essai. On peut dire ça. Oui. Ça serait plus une plaidoirie de rupture pour le coup, et non pas une plaidoirie de connivence. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je m'inscris en faux contre cette connivence des auxiliaires de justice, magistrats, avocats, experts. Je m'inscris en faux, c'est-à-dire que je pense qu'il faut tout revoir. Et une plaidoirie de rupture, on prend un cas particulier et on l'étend, on le généralise pour démontrer les dysfonctionnements. Liana est ce cas particulier, ce cas révélateur de toutes les failles du système. Alors, justement, après Liana, beaucoup parlent de laxisme, maître Tomasini. Est-ce que vous emploieriez ce mot vous-même ? Parlez près du micro, allez-y. Alors, laxisme, je ne sais pas. Je crois que il est difficile de renvoyer à l'unique question qui a fauté. Je crois qu'il est davantage nécessaire de poser la question du pourquoi. Voyez-vous, je m'insurge aussi contre la réaction de notre ministre de la Justice qui immédiatement a souhaité sanctionner les erreurs individuelles. Je crois qu'il faut balayer devant sa porte avant de condamner. La responsabilité des magistrats, du parquet, bien sûr, peut être remise en cause. Mais je le disais et je le dis encore aujourd'hui sur votre antenne, tous les parquets de France et de Navarre auraient pu avoir cette difficile conséquence d'erreurs dans des dossiers Liana, parce que des dossiers Liana, des petites bombes comme ça, il y en a dans tous mes dossiers. Alors vous écrivez, tout le système judiciaire est on va dire putride, cela le rend peu fiable, injuste. Vous êtes très critique à l'égard du système. Je suis très critique. Très critique, oui, à l'égard de tous les intervenants. Oui. À la fois les magistrats, là on a une population d'intouchables. Indépendance, irresponsabilité, et puis aussi des décisions, vous le savez, on ne peut pas normalement commenter et remettre en cause une décision de justice. Donc c'est invraisemblable parce que dans tous les corps de métier, on peut contester des décisions, les responsabilités entraînent des sanctions. Chez les magistrats, non. Vous dites qu'ils travaillent mal, ces magistrats, ou qu'ils pourraient mieux faire ? Alors déjà, ils sont pas suffisamment formés, notamment dans les domaines que je connais le mieux, c'est-à-dire en matière de violence intrafamiliale, en matière de violence sexiste et sexuelle.
pas suffisamment formés. Je cite des programmes à l'ENM qui sont l'École nationale de magistrature, absolument, qui interrogent, qui sont assez aberrants. On a des formations dites approfondies qui sont de 10 jours à peine. Donc ça, ce n'est pas possible. Ils sont donc mal formés. Ils sont débordés. Parlons des délais. Vous avez 8600 magistrats en France. Il y a plus de 2 millions de décisions judiciaires rendues par an. Ça fait 273 décisions par magistrat. Pour faire bref, en réalité, un magistrat doit rendre 4 décisions par jour. C'est impossible. En matière de droit de la famille et en matière pénale, vous avez des dossiers qui sont absolument colossaux. Dans mes dossiers, par exemple, communication minimum de 160 pièces. De la même manière, la partie adverse. Donc vous avez 400 pièces à analyser scrupuleusement pour connaître un dossier. Comment faire pour les magistrats? Les délais, justement, les délais pour les victimes, c'est absolument effroyable. Vous avez des dates de délibéré à plusieurs mois. Vous avez des dates d'audiencement, c'est-à-dire que vous avez des faits qui se passent, je dis n'importe quoi, prenons un exemple, en 2021. Jugé quand? 5 ans après. Oui, ça se joue en années, en réalité, ce qui est intenable, insupportable pour les victimes. Sur la formation, vous dites que, au fond, sur les violences intrafamiliales, ils ne sont pas assez formés. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Déjà, il faudrait qu'il y ait une vraie coopération entre les magistrats, les avocats spécialisés et j'allais dire le personnel médical qui reçoit les victimes, les UMJ et les experts. Et en fait, il n'y a jamais de véritable coopération. Chacun travaille dans son précaré et en réalité, les magistrats n'ont pas cette vision, on va dire, globale du phénomène des violences sexistes sexuelles et des violences intrafamiliales. Et puis, ils fonctionnent sur d'anciens préconçus. Je vous parle également dans ce livre de ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Et pourtant, ce syndrome d'aliénation parentale, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que un des parents, le plus souvent la mère, mettrait des mots à elle dans la bouche des enfants et formaterait les enfants pour couper le lien entre le père et les enfants. Eh bien, ce syndrome n'existe pas. On avait une circulaire de notre ancien ministre de la Justice, Madame Belloubet, qui l'indiquait à tous les magistrats. Et pour autant, on retrouve dans des décisions de justice ce syndrome, ce fameux syndrome d'aliénation parentale. Donc, si vous voulez, en tant qu'avocate spécialisée, c'est vrai que les bras m'en tombent. C'est-à-dire que à un moment donné, je n'avais plus de motivation. J'avais l'impression de me battre contre des moulins à vent. J'avais des décisions qui n'avaient plus de sens. J'ai passé ma vie à plaider cette cause des femmes et des enfants dans les plaidoiries. J'ai fait des formations dans les écoles, les universités, et je me suis dit, il est nécessaire de lancer un cri d'alarme en écrivant ce livre pour que tout le monde sache la réalité de ce qui se passe vraiment dans cette institution judiciaire. Pour revenir sur les experts, là aussi vous êtes sévère avec les experts psychiatriques notamment. Au fond, c'est là aussi, ce sont des analyses qui sont un peu à l'emporte-pièce. Ça va trop vite. Mais ça va beaucoup trop vite. 2 heures pour essayer de cerner la personnalité et les déviances, soit d'un agresseur en l'occurrence pour les déviances, soit pour comprendre une victime. Ça va dans les deux sens. Quand on sait que l'expertise c'est la pierre angulaire de toute procédure. Donc, elle est cruciale. Ces experts, aujourd'hui, les experts judiciaires notamment, ne sont pas suffisamment formés aux nouvelles notions psychiatriques, que ce soit l'emprise, le syndrome de femme battue ou encore le contrôle coercitif. Donc, c'est des notions qui sont nouvelles et qui nécessitent des experts formés. Et bien, sur les listes des experts judiciaires, il n'y en a pas. Donc, on désigne un expert psychiatrique ou un psychologue, mais qui n'est pas particulièrement
au fait Oui. de ces nouveaux syndromes notamment. Et donc c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme si pour couvrir un événement de politique étrangère, vous envoyez un journaliste qui est spécialisé dans la mode. Oui, c'est un peu embêtant. Là-dessus, Maître Tomasini, donc pour vous, cette justice est trop lente, ça se joue en années, effectivement, avec le système des appels, le système des délibérés, etc. Cette justice aussi, pour vous, elle n'est pas suffisamment experte, pas assez formée, que ce soit les magistrats, que ce soit les experts psychiatriques et autres. Que dites-vous aujourd'hui, après l'affaire Liana? Est-ce que pour vous, c'est un échec, c'est un accident dramatique, ou c'est quelque part un échec qui était prévisible? Vous voyez ce que je veux dire? C'était. Vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir des affaires Liana partout en France. Partout. Oui, dans toutes les juridictions. Je n'ai pas attendu justement cette affaire Liana pour faire ce constat par rapport à mes propres dossiers. Donc l'affaire Liana, c'est un révélateur puissant. Qui met le feu aux poudres, mais comme l'a été en son temps l'affaire de Jacqueline Sauvage pour les violences intrafamiliales. Donc il faut rappeler le cas Jacqueline Sauvage qui est décédée depuis elle-même. Oui, malheureusement. Oui, et qui avait donc tué son mari violent. Qui a tué son mari violent au bout de plusieurs années, 48 années de violences intrafamiliales. On rappellera aussi que son fils s'est pendu, ses filles ont été agressées, voire violées sexuellement par ce bourreau, et en fait elle l'a tué parce que elle-même était en danger, et nous avons plaidé la légitime défense différée qui à l'époque avait aussi fait beaucoup jaser le pouvoir, l'institution judiciaire, et il y avait eu un bras de fer à l'époque entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et Jacqueline Sauvage avait été graciée par notre président à l'époque, François Hollande. Oui, et qui était une issue qui semblait presque, comment dirais-je, logique, eu égard à ce qu'elle avait enduré. Là-dessus aussi, vous pensez que la justice est un peu quelque part aveugle, elle applique sans nuance parfois, ou malheureusement elle est tenue par des textes qui sont votés par le législateur. Alors, oui, mais c'est ce que je dénonce dans mon livre. En fait, la justice, comme les textes de loi actuels, sont obsolètes. Donc il y a tout à revoir. Il y a un problème bien sûr de budget. Ça, il faut en parler. On sait que pour ces périmètres particuliers que sont les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, ces périmètres du droit particulier prioritaire, on sait que les budgets ne sont pas ceux qu'ils devraient être. En réalité, on a calculé, que ce soit le Haut Conseil à l'égalité ou la Civise, ce que coûte tout corps de métier confondu, ce que coûte in fine les violences faites aux femmes et aux enfants. Pour les femmes, on est à 3,7 milliards. Pour les enfants, on est à 9,7 milliards. Donc, en réalité, si on mettait ne serait-ce qu'un budget de 4 milliards sur la table, puisque ce sont des domaines privilégiés et prioritaires, c'est d'ailleurs reconnu par notre ministre de la Justice, Monsieur Darmanin, si on mettait sur la table ce budget-là, eh bien, ça permettrait la formation des magistrats, ça permettrait également de donner des subventions suffisantes aux associations de protection des victimes, et on ferait fonctionner, ça donnerait de l'air pour faire fonctionner cette institution judiciaire. Et il y a d'autres propositions dans Scandaleuse Justice, votre essai aux éditions Icône. On va en parler dans un court instant. C'est l'heure de la pause. Il est 9h44 minutes dans La Vérité en face. Maître Nathalie Tomasini, vous nous direz quelques mots également sur le féminisme. Vous êtes très critique. C'est le chapitre Carrosse devenu citrouille dans votre ouvrage. Vous nous en direz plus dans un instant. Si vous souhaitez appeler, n'hésitez pas, 0826 300 300, si vous voulez interpeller notre invitée, Maître Nathalie Tomasini. On se retrouve tout de suite après la pause. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face,
Jean-François Aquili. Avec maître Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, qui signe Scandaleuse justice, une avocate se lève aux éditions Icône. D'ailleurs, vous faites appeler maître Tomasini direct. Le prénom a disparu de la couverture du livre. C'est comme une marque, hein. Attention, vous arrivez, vous êtes là. Hein. On peut le voir comme ça. Oui. C'est une marque de provocation, mais c'est pas une provocation gratuite. C'est une provocation pour faire bouger les lignes. Alors il y a un chapitre sur le féminisme, le carrosse devenu citrouille. Vous critiquez. Vous êtes assez critique avec le féminisme contemporain. À vous lire, certains mouvements sont devenus à vos yeux trop idéologiques, voire même contre-productifs, j'imagine. Tout à fait, oui. C'est exactement ce que j'exprime dans le livre. Vous n'allez pas vous faire aimer avec ça, hein ? Écoutez, moi je suis, j'ai un ADN de féministe. Je suis née avec ça. Je suis née dans les années 60. Gisèle Halimi a toujours été pour moi une référence absolue. Je crois qu'actuellement, on est en train de dévoyer ce qu'est le féminisme originel, on va dire, qui veut dire égalité des droits entre tous, quel que soit son genre, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées politiques. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que pour être féministe, il faut être de gauche. Sinon, on est facho. Et moi, ce que je réprouve dans ce qu'on appelle néo-féminisme, c'est le fait que on peut oublier certaines victimes. On choisit ses victimes. Et évidemment, on peut parler du 7 octobre, on peut parler également de Claire Géronimi, qui était une jeune femme... qui a été invitée ici dans ce studio à votre place. Voilà, qui a été victime de viol et qui a apparemment des idées plus à droite qu'à gauche et qu'on a ignoré. Donc l'indignation de certains mouvements féministes aujourd'hui, eh bien, elle est liée à ce qu'elle pense être une bonne ou une mauvaise victime. Et ça, je m'insurge contre ça. Oui. Et puis, on va dire que j'ai été très proche des associations féministes, notamment, on en a parlé tout à l'heure, notamment... lors de l'affaire Jacqueline Sauvage, où c'est vrai que ce mouvement de la société civile a aussi été fondamentalement aidé par les mouvements féministes, je ne le renie absolument pas. En revanche, pour la suite, il y a eu des guerres d'ego, et c'est ce que je dénonce également dans mon livre, suite à ce film, ce téléfilm sur Jacqueline Sauvage, où c'est un choix du réalisateur de ne pas mettre en avant les féministes, alors que je m'étais battue pour qu'elles le soient. Et il y a eu parce qu'il est vrai pour l'avocate que vous êtes, maître Tomasini, défendre Jacqueline Sauvage, puis Valérie Bacot, pour vous c'est pas besoin de label féministe, hein, c'est un combat puissamment, on va dire en soutien aux femmes, à la cause des femmes. Oui, c'est pour faire comprendre ce que certaines femmes vivent dans le huis clos et le fait que la justice ne leur donne pas les moyens de faire autrement que de tuer leur bourreau. En réalité, l'affaire, que ce soit celle d'Alexandra Lange, celle de Jacqueline Sauvage et enfin celle de Valérie Bacot, c'est pour faire comprendre à l'institution judiciaire que même les textes, et c'est ce que je vous disais au préalable, même les textes sont à revoir. La loi intégrale qui est réclamée aujourd'hui pour, on va dire, mêler, si je puis dire, les enfants et les femmes victimes de ces violences, elle vous paraît être une bonne idée? Parce que dans votre livre, il y a des propositions. Vous en aviez évoqué une tout à l'heure déjà avant la pause, mais ça vous paraît être une bonne démarche ou c'est on va dire, une vue de l'esprit qui n'aborde pas vraiment le sujet par le fond? Alors, là encore, je suis mitigée. J'ose vous dire que loi intégrale, oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose ? Je ne sais pas. Je pense que c'est davantage une véritable volonté politique et une orientation de politique pénale qui peut faire bouger les lignes. Vous savez, on a un modèle, c'est le modèle espagnol. Alors, la loi intégrale, elle vient de ce plan
intégrale contre les violences intrafamiliales qui a existé depuis 2004 en Espagne. Donc c'était l'affaire Orantes, une femme qui avait été brûlée par son conjoint violent et qui avait entraîné ce plan intégral. C'est-à-dire qu'on ne devait pas voir le phénomène par le petit bout de la lorgnette, mais vraiment étudier tout ce qui était prévention et tout ce qui était répression ensuite des agresseurs. Donc la loi intégrale nous promet que toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes et intrafamiliales seront écoutées, mais ça on nous l'a dit aussi un bon nombre de fois. Donc je ne sais pas. Moi ce que je dis c'est que là on arrive en fin de gouvernement, on va dire, d'Emmanuel Macron et des élections présidentielles sont en vue. Je crois que pour le futur gouvernement, il sera nécessaire de faire un état des lieux très scrupuleux et très rigoureux de l'état de l'institution judiciaire, de ses infrastructures, de ses structures et de tout remettre à zéro. Tout remettre à plat, tout remettre à zéro, c'est l'un peut-être des grands défis de l'élection 2027 qui arrive, maître Nathalie Tomasini. Dans les propositions que vous égrenez dans votre essai, dans votre livre, il y a le recrutement, il y a l'évaluation. Vous avez vu cette boucle WhatsApp évoquée à la une du journal du dimanche hier, qui titrait sur le nouveau mur des cons, hein, mais en fait c'était une boucle WhatsApp qui est née après l'annonce de premières sanctions de la part de Gérald Darmanin, cette substitut de procureur qui a été, on va dire, suspendu de ses fonctions dans le Gers, à Auch. Il y a 1200 participants, nous dit le JDD dans cette boucle WhatsApp, de magistrats qui s'inquiètent des sanctions éventuelles, qui semblent peut-être rétifs à toute forme d'évolution. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, vu d'en face, hein, en tant qu'avocate. Oui. Il y aura des résistances et des doutes aussi de l'institution judiciaire sur les solutions à apporter. Hein. Alors, là encore, on peut voir les choses de deux façons. Bien évidemment, les magistrats ne pouvaient pas rester silencieux à l'attaque frontale du ministre de la Justice, et je dirais l'attaque parcellaire. On pointe du doigt des fautes individuelles sans véritablement parler de ce que vivent les magistrats. Donc la réponse cependant, cette boucle WhatsApp faite tout de même en catimini avec un certain corporatisme, encore une fois. 1200, ça ne pouvait pas rester sans fuite. Hein. Oui, vraiment, mais ils n'ont pas pris la parole. Alors, devoir de réserve, sans doute, ou très peu. Je crois qu'il y a quand même 2 hauts magistrats qui ont accepté de parler, et certains articles ont été faits. Mais je crois que c'est pas la bonne réponse. Parce que aujourd'hui, il y a un pourcentage infime de Français et de Françaises qui font encore confiance en la justice. Le fait que les magistrats s'insurgent parce qu'on veut les contrôler, c'est pas du tout la bonne méthode. Je crois qu'il aurait été souhaitable que tout le monde fasse le même constat, parce que les magistrats savent pertinemment qu'ils vont dans le mur. Ils sont débordés. Parlons des délais. C'est vrai qu'on a des décisions à la chaîne, qu'on a des délais de délibéré ou d'audiencement qui sont extrêmement lointains. Et encore une fois, oui, il faut un contrôle et une responsabilité des magistrats. Quand on sait que par an, il y a à peu près 1500 plaintes de justiciables, et depuis 2008, on n'a eu finalement qu'une sanction disciplinaire, qu'un blâme. Il faut renforcer les sanctions disciplinaires, vous nous dites ce matin, en quelque sorte. Hein. Absolument. Oui. Absolument, et on a parlé d'une cour disciplinaire pour les magistrats. Je suis pour. C'est encore une fois, c'est le seul corps de métier où on n'est pas responsable quand on commet des erreurs. En tout cas, il y a des propositions dans votre livre qui est un cri également, hein, pour que la justice passe, hein, pour les femmes aussi, pour les enfants. Nous n'y sommes pas encore. Hein. Nous verrons bien, maître Nathalie Tomasini, si ce terrible drame, hein, du meurtre de Liana peut-être ouvrira sur une réforme de la justice.
il faut rester prudent là-dessus. Hein. Il y a eu tellement de cas où finalement tout est resté lettre morte derrière, si je puis dire. Donc attention. Hein. Pour l'instant, fort heureusement, ça ne retombe pas. Vous avez raison. Il y a eu différentes marches blanches. Il y a eu plusieurs fois des commissions d'enquête et finalement rien n'a bougé. Aujourd'hui, je crois que ce livre, s'il peut vulgariser et informer le plus grand nombre sur les failles de l'institution judiciaire, j'aurais gagné, mais gagné pour qui? Pour les victimes, pour les femmes et pour les enfants. Allez, c'est le mot de la fin. Maître Tomasini, Scandaleuse Justice, une avocate se lève aux éditions Icône. Merci d'avoir répondu aux questions de Sud Radio ce matin. Et bonjour à vous et bienvenue Valérie Expert. Bonjour Jean-François. En ce début de semaine, allez. Début de semaine, écoutez, on va parler du masculinisme avec Laurence Rossignol. Voilà, c'est un petit peu dans le prolongement de vos débats, de votre discussion de ce matin avec trois sénatrices qui appellent à combattre cette idéologie d'hommes virils et misogynes. On va en parler, on va vous expliquer ce que c'est. On va essayer de voir ce que contient cette proposition de loi qui assimile le masculinisme également à une forme de sectarisme. On va revenir sur les propos de Madame Barbu. Peut-être que vous en avez parlé ce matin. Madame Barbu, donc ministre de l'écologie, qui estime que mettre de la clim partout, ça n'évitera pas les feux de forêt. Et elle a beaucoup fait, ça a beaucoup fait réagir. Donc on vous attend au 0826 300 300. Et puis le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunes, qui ne veut pas employer le mot d'ensauvagement. Pourtant, certains signes et d'autres ministres avant lui de l'Intérieur avaient bien parlé de sauvageons. Bref, sauvageons. Tous ces sujets avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Bonne émission Valérie.